Bon, les gars, on suit d'abord. Suivez, comme ça on pourra finir vite. Studio. It main. On met en place une matrice. Bon, je peux mettre en place une matrice de 3 et de 3. Voilà. Deux indices de parcours. Ok, voilà, donc je viens de remplir la matrice. Ensuite, je vais afficher la matrice. Pour afficher la matrice, je copie, voilà, je colle au lieu de remplissage. Voilà. Ici, j'efface ça. Et là, j'efface tout. Pourcentage D, anti-slash D, mat de I, G. Ok, on n'oublie pas également, après la boucle de J, un printf anti-slash N. Ok, jusque-là, normalement, tout le monde peut faire ça. Remplir une matrice, afficher une matrice, ça va. Ok, maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut faire le tri de la matrice. Alors, printf d'abord, tri matrice. On va mettre ici, entre parenthèses, croissant. On fait un tri croissant. Alors, pour trier dans l'ordre croissant, on aura besoin des autres, ou bien du moins, à part les deux autres indices là, on aura besoin de deux ou bien de un indice de parcours supplémentaire. Maintenant, on va prévoir K et puis on va prévoir, bon, je vais prévoir Z et puis Y, YZ. Bon, c'est la même chose. Voilà. Alors, suivez bien. Pour trier la matrice, c'est un peu plus différent de trier ce qu'on appelle un tableau. Parce que ici, on est sous forme de lignes et de colonnes. Voilà. Alors donc, regardez très bien. Lorsqu'on veut trier un tableau, on prend d'habitude ici, regardez bien, on fait deux boucles, je vous l'ai dit, pour trier dans l'ordre croissant, on fait deux boucles. Une boucle qui parcourt le tableau normalement et une boucle qui commence à la position plus 1 et puis elle part jusqu'à la fin et on fait des comparaisons. Mais si on veut faire le tri de la matrice, nous, on aura deux boucles. Donc, on aura deux boucles qui parcourent une matrice. Pour faire le tri, ça veut dire qu'on doit avoir minimum 3 ou bien 4 boucles. Mais on va essayer de voir comment ça va se passer. Je vais faire d'abord un parcours I qui quitte la position 0, I inférieur à L, je fais I++. Et je vais faire aussi une boucle qui parcourt les colonnes. Hein? Les camps. Le câble.
Voilà. Donc là, je vais faire une boucle J qui va quitter normalement la position 0, J inférieur à C, J plus plus. Voilà. Donc ça, c'est le parcours classique d'une matrice. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Lorsqu'on prend un élément, on doit le comparer avec toutes les prochaines valeurs. Bon, je pense qu'avec les tableaux, quand on faisait ça comme ça, je vais faire l'histoire des matrices. Voilà. Donc, suivez bien. On suppose que si on a une matrice comme ça, si on doit faire le tri, la boucle que je viens de faire là, c'est une boucle qui doit parcourir normalement la matrice. Et on va commencer par la ligne numéro 0, la colonne numéro 0. L'objectif, c'est quoi? C'est que lorsqu'on prend cette valeur, on doit le comparer avec tous les éléments de la même ligne et de comparer aussi avec les éléments des autres lignes pour chercher le plus petit, le mettre ici avant de passer sur la colonne suivante. Faire la même chose avant de passer ici. Faire la même chose avant de passer ici. Et lorsqu'on termine une ligne, on fait une boucle, du moins, et quand on vient ici, on n'aura plus besoin forcément de commencer sur la ligne qu'on avait déjà traitée. Je veux dire par là que lorsqu'on dépasse une ligne, on est sûr que la ligne a été bien triée. Lorsqu'on doit travailler encore sur les tris vont commencer à partir à chaque fois de la ligne sur laquelle on se trouve jusqu'à la fin. Ok, mais non, ça c'est juste l'explication. Voyons voir comment est-ce que ici on peut faire. On sait que lorsqu'on veut faire un tri, on aura besoin d'une variable DMP qui permet de faire ce qu'on appelle la permutation. Alors ici, ce que je vais dire, c'est que pour chaque colonne, je vais faire une boucle. Je vais faire par exemple là, for, et là je vais prendre K est égal. Alors, suivez bien. Si on est là, on est sur une ligne, mais également on est sur une colonne. Donc, si on prend les éléments, on va les comparer sur les colonnes de la même ligne et tous les autres colonnes. Regardez très bien. Donc, par exemple, là, lorsqu'on est là, normalement, notre indice là doit parcourir à partir de la position de la colonne actuelle plus 1. Bon, déjà, on va faire ça. Colonne actuelle plus 1, c'est-à-dire J plus 1. Normalement, on va d'abord faire ça. Il va faire J inférieur, non, K inférieur à C et K plus plus. On est bien d'accord? Et là, ça va parcourir uniquement la colonne. Sauf que nous, on doit non seulement parcourir la colonne, mais parcourir aussi les autres lignes qui suivent. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire une boucle qui parcourt ces colonnes et une autre boucle qui parcourt les autres lignes? Comment ça va se passer? On est là. Lorsqu'on fait cette boucle, et ça, il faut comprendre que là, celui-là, lorsqu'on commence à I0, on est sur la première ligne. J aussi commencera à 0. On est là. Et ce qui va se passer, c'est que pour chaque élément qu'on prend, on doit le comparer avec tous les autres éléments de la matrice. Et donc, regardez bien ce qui va se passer. Ici, alors ici, c'est la position 0. Moi, j'ai déclaré K ou bien j'ai déclaré Z. Voilà. Donc, je vais faire Z. Z va commencer à la position I déjà. Z inférieur à L. Z plus plus. Voilà.
Z commence par la ligne. Lorsqu'on est là, on va comparer à partir de cette ligne jusqu'à la ligne suivante. Si on dépasse la ligne, on va prendre l'information, on ne compare qu'avec les lignes qui suivent. Voilà, donc Z commence à partir de I, et la boucle que j'ai pris là, au lieu de K, j'ai déclaré ZY. Je vais mettre Y. Voilà. Cependant, le seul problème avec cette boucle-là, c'est que si je mets Y qui commence à chaque fois J plus 1, ce qui va se passer, c'est que si on est ici, sur la première colonne, il va le comparer avec tous les autres là. On est bien d'accord? Et maintenant, il va venir ici, il va comparer avec tous les autres colonnes, venir ici, tous les autres colonnes, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le problème, c'est que si après, on va venir ici, il faudrait faire une différence entre le I plus 1 là. Parce que si J est égal à 0, et que si on arrive sur cette ligne-là, J plus 1, ça sera toujours ici. En d'autres termes, on risque de ne pas toucher la première colonne de la prochaine ligne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite condition. Voilà. If. Et la condition, c'est que si on est sur la même ligne, de I, alors ce qui va se passer, J va commencer, du moins Y va commencer à partir de J suivant. Maintenant, si on passe la ligne de I là, ce qui va se passer, c'est qu'il faudrait qu'on compare avec le début de la prochaine ligne jusqu'à la fin de la ligne. Parce que l'objectif, c'est que si on est là, on prend cet élément, on le compare avec tous les autres éléments de la même ligne, mais également tous les éléments de la ligne suivante. Et la ligne suivante commence à partir de 0, c'est-à-dire ça ne commence pas à partir de J plus 1. Donc ici, on va faire ça. If I est égal, on va dire, la condition, ça va être ici, K est égal à 0. Z est égal non, pas L moins 1. Alors, I, on est là. Z va parcourir les lignes. Non, il faut savoir que c'est Z, voilà. Si I est égal à Z, c'est-à-dire que lorsqu'on prend le nombre et qu'on veut faire la comparaison, on dit que Z va commencer le parcours sur la même ligne. Mais le Y va commencer sur la colonne suivante pour commencer à comparer. Après, Z va aller sur la ligne suivante. Z va aller sur la ligne suivante. Z parcourt les lignes, comme I parcourt les lignes. Maintenant, si Z est sur la même ligne que I, on compare le nombre là avec tous les autres colonnes. Cependant, si Z est différent de I, c'est-à-dire que si I est là et que Z arrive là, il faudrait qu'on commence à partir du début. Voyons voir ce que je vais faire. Je fais tout simplement ça. Si I est égal à Z, alors on est sur la même ligne. On fait quoi? J plus 1. L-ci, on fait tout simplement, voici ce que je dois faire. J plus 1 n'est plus ce qu'on veut. On fait Y commence à partir de la première cellule. Je répète, voici ce que j'ai dit ici. Donc ici, on a un indice I qui parcourt, on a un indice J qui parcourt. Donc, si I se trouve là, normalement, J aussi va commencer là parce que c'est le parcours de la matrice. On parcourt avec deux indices. Je mets J un petit peu en haut. Voilà. Donc, si I se trouve là, J se trouve là. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend le nombre qui se trouve à la matrice de IJ, on le compare avec tous les autres cellules de la matrice. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, on dit, on prend le nombre et on va faire une boucle qui parcourt la matrice. Et la boucle qui parcourt la matrice, c'est Z. Et ça va parcourir la ligne. Très bien. Ça parcourt la ligne à partir de la ligne où on se trouve, I. Ça part jusqu'à la fin. Sauf que là, lorsqu'on est ici, on ne peut pas prendre le nombre, le comparer avec le nombre lui-même.
Donc, on peut dire on commence à partir de J pour faire la comparaison sur la même ligne de I. Maintenant, si on finit de comparer ce nombre-là avec les autres nombres de la même ligne, le même nombre, il faudrait qu'on le compare avec tous les éléments des autres lignes, mais à partir de la cellule 0. Donc, je dis ici, si I vaut Z, dans le sens où ici, on a Z, alors la comparaison, on prend maths de IJ, on compare à partir de là jusqu'à ici. Donc, Y commence à partir de J plus 1. J plus 1, c'est ce que je dis là. If I est égal à Z, Y commence à partir de J plus 1. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que si Z, on a fini avec cette ligne, et que Z vient là, le nombre là, qu'on est en train de comparer, il faudrait qu'on compare aussi avec toute cette ligne-là. Donc, il faudrait que I commence là. Bon, après, il y a des gens qui vont commencer à faire directement, au lieu de faire les deux, ils vont faire tout simplement, Y commence toujours à partir de 0. Et ça, c'est pas intéressant. Donc, ici, voilà, lorsqu'on est là, on fait juste une condition. If math de I, crochet J, est supérieur à, si c'est un tri croissant, à math de Z, Y. Alors, qu'est-ce qu'on fait? TMP, moi, math de I, J. Math de IJ est égal math Z et enfin math de Z, Y, moi TMP. Alors, je vais prendre cette condition-là, la copier, CTRL-C, ramener ici. Et je vais faire ceci. Voilà. Maintenant, je vais récupérer l'affichage là. L'affichage de la matrice. Après avoir effectué le tri, je vais réafficher la matrice à nouveau. Pour voir est-ce que la matrice est bien triée. Je fais anti/n, affichage de la matrice. Exactement. Alors, vite fait, on compile. Alors, remplissons la matrice. Voilà. Regardez bien ce qui se passe là. Voici la matrice que j'ai remplie. Et ensuite, voici la matrice qu'on affiche avant d'avoir effectué le tri. On aura la matrice comme on a rempli les éléments. On aura la matrice exactement comme, voilà, dans l'ordre de remplissage. 52, 57, 1. 45, 2, 14, et ensuite 78, 9, 0. Ensuite, après tri, voici comment on a les informations. La ligne 1, elle est bien traitée, triée dans l'ordre croissant. La ligne 2, toujours bien traitée, dans l'ordre croissant. Et la ligne numéro 3, dans l'ordre croissant. Mais ce qu'on remarque, c'est que tout est dans l'ordre croissant. 0, 1, 2, 9, 14, 45, 52, 57 et 78. Et donc, voici comment est-ce qu'on va faire normalement le tri d'une matrice. Maintenant, pour ceux qui l'ont réussi, peut-être vous n'avez pas fait exactement comme moi. Il n'y a pas qu'une seule méthode pour faire le tri d'une matrice. C'est bon? Transférer la matrice dans un tableau.
Maintenant, ouais, vous pouvez transférer ça, mais après, c'est pas intéressant de transférer la matrice dans un tableau. Oui, je sais que c'est une méthode, mais je dis que ce n'est pas intéressant. Parce que vous fuyez tout simplement la facilité. Genre, comment on appelle ça là? Vous aimez la facilité, quoi. Oui, je sais. Ah, ici. Non, pour le moment, en première année, comme là où vous êtes là, je ne peux pas vous mettre la pression. La première chose que vous devez faire, c'est d'abord de trouver la solution. Et après, maintenant, il faut faire mieux. L2. Il y a autre chose que l'on a ici. Et je sais pas. Mais ce qui est sûr, tout ce qui concerne la programmation, c'est les mêmes codes que vous devez apprendre. Toi, tu veux faire quoi, hein? Descendre. Ou bien remonter. Parce que là, tu me dis, bon, ça c'est le remplissage, hein. Le remplissage d'affichage, tout le monde peut le faire normalement. Bon, après, je vous passe le fichier là. Super. Bon, on va commencer le nouveau chapitre. Alors, regardez très bien. Regardez d'abord. Ici, dans le code qu'on vient de faire, regardez ce que j'ai fait. Lorsqu'on doit manipuler que ce soit une matrice, un tableau, par exemple, je vous dis, un programme qui remplit un tableau, qui affiche le tableau, qui trie le tableau, qui affiche le tableau, qui déclare le tableau et qui affiche le tableau. L'algorithme qui permet d'afficher le tableau ou bien qui permet d'afficher la matrice ne va pas changer. Regardez très bien. Après avoir rempli la matrice, ce que j'ai fait, voici comment j'ai fait pour pouvoir afficher le tableau. J'ai fait 2 boucles et puis je fais l'affichage. Après, je fais le tri de la matrice. Qu'est-ce que je fais? La même chose que j'ai fait là-bas, je répète ici. Le même code. On est bien d'accord? Si je dois faire le décalage du tableau, j'ai fini de faire le décalage, je dois faire exactement ce code-là encore en bas. Si j'ajoute quelque chose encore dans la matrice, je dois copier encore ce code pour aller en bas. Donc, je vais mettre ce code-là plusieurs fois. Et on parle déjà de ce qu'on appelle la redondance. Pourquoi? Parce que si l'affichage ne marche pas, il faudrait modifier dans chaque fois, n'importe où, du moins, à tous les endroits où j'ai cette boucle-là. Si mon affichage de matrice ne marche pas, je dois venir ici modifier cette boucle. Je dois venir ici modifier cette boucle. Je dois encore aller, chaque fois où que j'ai, du moins, fait les boucles-là, je dois modifier dans tous ces endroits. Si j'ai affiché 10 fois la matrice, la modification ou bien la maintenance, ça va prendre beaucoup de temps. Parce que je dois modifier dans les 10 endroits auxquels j'ai fait l'affichage de la matrice. Avec les sous-programmes, ça va devenir beaucoup plus simple. On peut créer quelque chose en un seul endroit qui permet d'afficher. Et à chaque fois qu'on fait un traitement et qu'on veut afficher, on appelle tout simplement le sous-programme. En sorte que si l'affichage de la matrice ne marche pas, on va le modifier en un seul endroit. Et dans tous les endroits où on a appelé l'affichage, on aura la mise en forme. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est bien, hein,
Le, bon, c'est un peu différent du CSS. On est bien d'accord? Le CSS, c'est carrément autre chose. C'est bon? Le CSS. Bon, disons c'est ça. En tout cas, selon ta compréhension, on peut se limiter là. Mais sache que ce n'est pas ça. Donc, on va mettre en place des fonctions. C'est très bien. On a déjà vu comment est-ce qu'on pouvait écrire. C'est bien. On avait vu comment est-ce qu'on pouvait écrire un algorithme qui compte le nombre de caractères dans une chaîne ensemble avec vous. On sait qu'une chaîne se termine par le caractère de fin de chaîne. On est bien d'accord? On sait qu'une chaîne se termine par le caractère de fin de chaîne. Donc, si vous parcourez une chaîne jusqu'à ce que vous trouvez le anti-slash 0, c'est que vous êtes à la fin de la chaîne. Et ensemble avec vous, on avait compté des caractères d'une chaîne. Mais, sauf que vous pouvez aussi passer plus rapidement en faisant l'inclusion de la directive include string.h et appeler la fonction strlen pour avoir la taille d'une chaîne. Et le problème, c'est que strlen que vous utilisez là, comment ils ont fait pour faire strlen? Pourquoi ici, on peut faire ce qu'on appelle stdio.h? Pourquoi est-ce qu'on peut mettre define ici string.h? Ce qu'on remarque, c'est quoi? Quand vous voyez stdio.h, ça vous dit quoi? C'est quoi? C'est un fichier qui a une extension .h. Quand vous voyez string.h, c'est un fichier qui a une extension. Ça veut dire qu'on a un fichier qui s'appelle string.h dans lequel on a défini des fonctions strlen, toutes les fonctions de chaîne de caractères. Bon, nous pour le moment on ne le voit pas, mais ça existe sur une autre machine. Je ne vais pas vous montrer ça aujourd'hui. Mais comprenez que nous-mêmes, on peut aussi créer notre propre fichier .h, ajouter des fonctions qui plus tard on peut les appeler comme on a l'habitude d'appeler les strlen, ainsi de suite là. Et donc c'est ça l'objectif. On va voir maintenant comment est-ce qu'on peut mettre en place des sous-programmes. On prend quelque chose de plus simple. Venons ici. Moi j'aimerais mettre en place un sous-programme, c'est bien, qui permet de faire la somme de deux valeurs. Je veux mettre en place un sous-programme qui permet de faire la somme de deux valeurs. Maintenant, dites-moi, si je fais ici int a, b, et je dis a est égal à 3, et je dis b est égal à 7, et que je crée une variable s. Si je dis s est égal somme, et je mets a, b, comme ça, et que je fais printf, la somme donne pourcentage d, virgule, je mets s. Si je compile, est-ce que je verrai la somme? On ne verra pas la somme. Déjà, il va nous signer une erreur, et puis on va expliquer ça étape par étape. C'est bien. Là, c'est que on tente. C'est bien. Voilà. Suivez d'abord. Là, on tente d'appeler quelque chose qui n'existe pas. Mais ce que je fais là, c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire pour appeler ce qu'on appelle des fonctions. Pour appeler une fonction, vous écrivez le nom de la fonction, vous mettez en... Quand on dit fonction, c'est juste un sous-programme. Donc, vous écrivez le nom du sous-programme, vous donnez les paramètres nécessaires. Je donne un exemple. Si on veut trouver, par exemple, la racine carrée d'un nombre, n'est-ce pas qu'on utilise d'habitude SQRT. Et puis, par exemple, si je veux la racine carrée de A, je vais mettre ici A. On est bien d'accord? C'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. Maintenant, le SQRT là, se trouve normalement dans un fichier math.h. Maintenant, nous, on va voir comment est-ce qu'on peut faire la même chose. Mais pas pour chercher SQRT, mais pour faire la somme. On va faire quelque chose qui ressemble à ça, en sorte qu'on peut l'appeler comme ça. Et lorsqu'on lui donne deux valeurs, ça va nous calculer la somme. Alors, le principe, il est simple. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle deux types de sous-programmes. Les procédures et les fonctions. Maintenant, la syntaxe ici, c'est quoi? Type de retour. Donc, je vais mettre ici type de
retour non fonction ou bien non sous-programme. Voilà. Ici, je vais mettre entre accolades pour dire éventuellement des paramètres. Et vous ouvrez les accolades et voilà, vous donnez le corps. Regardez bien, ça c'est la syntaxe pour mettre en place un sous-programme. Un type de retour. C'est-à-dire, est-ce que ça doit retourner une information? Parce qu'un sous-programme peut ne pas retourner aussi une information. Mais vous mettez un type de retour. Et vous mettez le nom de ce qu'on appelle le sous-programme. Et entre parenthèses, vous dites quels sont les arguments que le sous-programme a besoin pour exécuter et donner le résultat qu'on attend de ce sous-programme. Ok, donc ça c'est juste la syntaxe. Et maintenant, je vais mettre un exemple juste en bas, en gardant la syntaxe en haut. Nous, on veut un sous-programme qui fait la somme de deux nombres. Et donc, je vais mettre en place deux nombres qui sont des entiers ici déjà que j'ai déjà prévus. Si je donne ces deux entiers à la somme et qu'il fait la somme des deux entiers, s'il doit retourner un résultat, le résultat doit être aussi un entier. C'est bon? Donc, je mets ici comme type de retour int. Et maintenant, c'est moi qui vais donner le nom à ma fonction. J'appelle la fonction somme. Type de retour non sous-programme. Et ensuite, maintenant, je dis qu'est-ce que le sous-programme a besoin. Si on doit faire la somme des valeurs, il faudrait que le sous-programme ait au moins deux informations. Sinon, on ne peut pas faire la somme. Donc, comme paramètre, je vais mettre ici int a, int b. Pour dire que quand je vais faire appel à ce sous-programme, je vais lui donner un entier et un autre entier. C'est-à-dire deux entiers. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? Il va faire le calcul et il va retourner la somme. Donc, ce sous-programme-là va prendre deux valeurs, va effectuer le calcul entre les deux, mais quel calcul? Une somme, et va retourner le résultat. Et suivez très bien. En sorte que là, maintenant, si j'appelle la fonction somme, il ne va plus dire qu'on a une erreur parce que j'ai créé ce qu'on appelle la fonction somme ici. La fonction somme que j'ai appelée là, il va prendre les deux entiers, va faire le calcul de la somme, va retourner le résultat que je vais récupérer dans S. Et ce qui fait que si j'affiche ici, il m'affichera que la somme va nous faire 16. Regardez très bien. Et ce sous-programme-là, on appelle le sous-programme-ci une fonction. Une fonction parce que, après avoir effectué tout le traitement, on retourne le résultat. Regardez bien ici, on voit que maintenant, la somme donne 16. Mais ce 16-là, on l'a trouvé à travers ce sous-programme qu'on appelle somme. Voici comment je mets en place ce sous-programme. Je dis le type de retour int, le nom du sous-programme, c'est moi qui donne, ça s'appelle somme. Je donne les éventuels paramètres. Ici, on a besoin de deux paramètres, deux entiers. Et je retourne le résultat du calcul, la somme des deux entiers. En d'autres termes, si j'appelle somme, je vais avoir en retour une valeur. Cette valeur que je reçois, j'ai cette valeur uniquement parce que j'ai mis dans le sous-programme le mot-clé return. Le mot-clé return, c'est lui qui retourne un résultat. Si un sous-programme n'a pas le mot-clé return, le sous-programme est appelé procédure. Un sous-programme, la différence entre procédure et fonction, ça va se passer à ce niveau-là. Un sous-programme qui retourne quelque chose avec le mot-clé return et quelque chose ici différent de void, on appelle ça une fonction. Mais un sous-programme qui n'a pas de return et ici c'est void, ça va être appelé une procédure. Alors regardez très bien. On vient de mettre en place ce qu'on appelle une fonction. Maintenant, on va mettre en place une procédure. Et je dis, pour la procédure, le type de retour d'une procédure, c'est void. Mais le type de retour d'une fonction peut ne pas être int, peut être float, peut être char, peut être une information qu'on retourne, un type d'une information qu'on retourne.
Mais pour les procédures, c'est obligé que ça soit void. Alors, on va essayer. Si vous voyez un sous-programme dont le type de retour, ce n'est pas void, c'est une fonction. Quel que soit le type, c'est une fonction. Mais si vous voyez un sous-programme dont le type de retour, c'est void, c'est une procédure. C'est bon? Parce que ça ne va pas retourner quelque chose. Alors, on va faire une procédure qui permet d'afficher nombre. Alors, si on veut que le sous-programme affiche un nombre, il faudrait qu'on lui passe le nombre affiché. Sinon, il ne peut pas afficher le nombre. Donc, je vais mettre ici int a. Et voici le rôle du sous-programme. Printf, le nombre est. Et je mets %d, virgule a. Et là, je n'utilise pas le mot-clé return. Parce que le sous-programme ne retourne rien du tout. Au fond, suivez d'abord. Voilà. Maintenant, suivez très bien maintenant ce qui va se passer. Contrairement à une fonction qu'on appelle, qui retourne quelque chose, lorsqu'on appelle une fonction, comme on a un résultat, on peut le sauvegarder dans une variable. Mais une procédure, on ne peut pas l'appeler comme ça. On ne peut pas l'appeler par une affectation dans une variable parce que ça ne retourne rien du tout. Lorsqu'on veut appeler une procédure, on appelle la procédure comme ça. Juste comme ça. Et puis on lui donne la valeur. Par exemple, je mets B comme ça. Je vais mettre ici anti-slash n. Voilà. Donc, il n'y a pas de résultat qu'on doit récupérer dans une variable. Donc, on ne peut pas appeler par une affectation comme ça. Par contre, une fonction, après avoir effectué les traitements, on va retourner quelque chose. Donc, lorsqu'on appelle la fonction, on peut sauvegarder le résultat dans une variable. Mais une procédure, jamais. Maintenant, on va compiler ça. Ensemble, on va voir ce qui va se passer. Il va faire la somme et aussi il va afficher B. Voilà, le B est bien 7. Et c'est ça ce qu'on appelle les sous-programmes. Il n'y a que les deux choses là qu'on est sur les sous-programmes. Il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle les fonctions. Comment ça s'écrit? Type de retour nom de la fonction. Type de retour qui est différent de void, je vais préciser. Ici, entre parenthèses, on dit quels sont les arguments que la fonction a besoin pour mener à bien son fonctionnement. Et à la fin, un mot-clé return pour retourner ce qu'on a trouvé. Cependant, pour une procédure, un void comme type de retour, ça ne change pas le nom de la procédure, qu'est-ce que la procédure a besoin pour son fonctionnement, et à la fin, aucun mot-clé return, parce qu'on ne retourne rien du tout pour une procédure. Ce sont les deux choses à savoir sur ce qu'on appelle les sous-programmes. On prend un dernier exemple, comme ça, ça va permettre encore de mieux comprendre la chose. Supposons qu'on veut mettre en place un programme qui permet de vérifier si un nombre est pair. De vérifier si un nombre est pair. Alors, je vais utiliser sous forme d'une fonction. Ça veut dire que ça va me retourner 1 si le nombre est pair, ça va me retourner 0 si le nombre n'est pas pair. On est bien d'accord? Ça me retourne 1 si le nombre est pair, 0 si le nombre n'est pas pair. Ça veut dire que je vais mettre ici, comme type de retour, int, parce que je dois retourner soit 1, soit 0. Et les deux valeurs là, ce sont des int. Maintenant, c'est à moi de donner le nom à la fonction. Donc, je peux l'appeler verif pair. C'est vous qui créez vos fonctions. Et lorsque vous créez des fonctions, vous pourrez plus tard les appeler. Pour le moment, on est dans la même page de main, raison pour laquelle on n'a pas un autre fichier .h. Mais la prochaine fois, on va prendre toutes nos fonctions, les mettre dans un fichier .h. Et on va les lier avec le fichier dans lequel on a le main. Comme si on avait un fichier CSS, un fichier HTML, et après on fait un lien. À peu près. Maintenant, donc, vérifier pair. Vérif pair, si on doit vérifier si un nombre est pair, qu'est-ce que la fonction a besoin, selon vous? La fonction, on veut vérifier si un nombre est pair. Non, qu'est-ce que la fonction a besoin? C'est-à-dire quelle information on doit lui donner?
C'est ce que la fonction, ce dont du moins la fonction a besoin. Pas ce que la fonction doit faire. On a besoin du nombre, on est bien d'accord. Si on doit vérifier si un nombre est pair, on envoie un nombre à la fonction. Sinon, il va vérifier quoi? Donc ici, je vais mettre ici par exemple V. Donc les arguments sont très importants à connaître. Ok, on envoie le nombre. Maintenant, comment ici, on va vérifier si le nombre est pair. Alors, ça, je pense quand même que tout le monde sait comment le faire. V modulo 2 égale à 0. Ça veut dire que le nombre est pair. Ce que je fais, c'est quoi? Je retourne 1 si c'est pair, comme je l'ai dit. Et enfin, else, pardon, je dis return 0. V modulo 2 est égal à 0. Je retourne 1, sinon je retourne 0. Donc si je fais appel à cette fonction, si je trouve en résultat 1, c'est que le nombre que j'ai passé, il est pair. Sinon, c'est que le nombre, il n'est pas pair. Alors, je vais prendre l'exemple du nombre 9. Regardez bien, je vais créer par exemple int r est égal, et je fais vérif pair, je lui passe A. Et là, je vais faire une condition. If r est égal 1, alors printf pourcentage d est pair. Le pourcentage d, c'est A. Else printf pourcentage d n'est pas pair. Alors, point virgule au lieu de virgule. Voilà. Il nous dit que 9 n'est pas pair. Bon, je n'ai pas affiché la valeur. Je n'ai pas affiché la variable. Je vais ajouter la variable ici, du moins. Voilà, donc 9 ici n'est pas un nombre pair. Maintenant, prenons 22. Je copie. Et donc, 22 est un nombre pair. Et donc, suivez très bien. Ici, c'est juste comme ça qu'il faut comprendre comment on peut mettre en place des fonctions. Tant qu'on n'a pas ce qu'on appelle un mot void ici, c'est que c'est une fonction. Et il ne faut pas oublier le mot-clé return. Boy. Restez d'abord ici. Vous partez où? Vous partez où? Restez d'abord ici. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Est-ce que vous avez compris d'abord ce que c'est qu'une fonction et ce que c'est qu'une procédure ici? Pas ailleurs, mais ici. Est-ce que vous avez compris comment ça fonctionne? C'est bon? Je remonter ou bien descendre? Ici. Ça. Ça. La fonction affiche nom. Il faut savoir que si j'appelle pas affiche nom, ça ne va pas se déclencher. Oui. Oui. Afficher le nombre B. Oui, ça c'était avant. J'ai effacé. En fait, j'ai fait appel tout simplement
à cette fonction, afficher nombre, je lui ai donné un nombre. Est-ce que tu vois? Comme par exemple ici, je peux faire ça, afficher nombre, et je lui donne A. Il faut juste lui donner un nombre. Et lui, qu'est-ce qui se passe? Le nombre là, qu'il reçoit, il va faire tout simplement l'affichage du nombre. Tu vois, c'est une procédure quoi. Tu comprends un peu? Voilà. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Regardez bien. Les sous-programmes ne s'exécutent pas automatiquement. Si on ne les fait pas appel à ces sous-programmes-là, ces sous-programmes ne sont pas déclenchés directement. Ici, on a 3 sous-programmes. Somme, affiche nombre, vérif pair. Quand j'ai compilé, vous avez vu que c'est uniquement cette fonction qui est déclenchée. C'est bon? Donc, lorsqu'on met en place ces sous-programmes, les sous-programmes ne se déclenchent pas directement. Le code de base qui s'exécute, c'est ce qui se trouve dans main. Et si dans le main, on fait appel à un sous-programme, le sous-programme va se déclencher. Si on ne fait pas appel à un sous-programme, le sous-programme ne va pas se déclencher. C'est très important. Maintenant, si vous avez bien compris ce que j'ai dit, moi j'aimerais que vous mettez en place une fonction semblable, mais qui permet de vérifier si un nombre est premier. Comment est-ce qu'on peut vérifier si un nombre est premier? Mais en langage C. Non, pas théoriquement. Vous avez dit que vous avez compris, non? En fonction de ce qu'on a fait là. Vous devez mettre en place un sous-programme qui vérifie si un nombre est premier ou non. Je vous accorde 5 minutes. Mettez en place ce sous-programme. Appelez comme vous voulez. Mais ça vérifie si un nombre est premier ou non. Bon, et vous ne sortez pas ensemble. Reste d'abord. Tu fais 2 minutes. Tu viens. Tu pars. Vas-y. Oui, mais vas-y. Vas-y. Tu pries d'abord, après lui, il va aussi te rejoindre. Bon, et vous n'allez pas sortir ensemble. Finis d'abord de prier, après il va aussi prier. Oui? Comment? Bon, après vous allez prier. Ah non, non, non. Pour aujourd'hui là, je refuse. Cinq minutes, je vous ai donné 5 minutes, top chrono déjà. On est à 19. Mettez en place un programme qui vérifie si un homme est premier.